Bonjour tout le monde. Dans cette leçon, nous allons aborder la question du couple modèle-exécution chez Pierre Bourdieu. Donc, pour Pierre Bourdieu, évidemment, la classe sociale nous conditionne et conditionne nos idées, nos goûts. La classe sociale nous fournit les modèles de comportement qui sont imités par nous dès notre enfance. Donc, notre habitus, c'est l'incorporation des structures sociales, des idées et des goûts de notre classe sociale. Donc l'agent social, par exemple l'enfant, répète, exécute les modèles de sa classe sociale sans prendre conscience que d'autres classes sociales existent et qu'elles agissent autrement. Chacun pense que tout le monde fait pareil, tout le monde fait comme moi, ou tout le monde fait comme nous, tout le monde fait comme mes parents. C'est ça que l'on pense en général quand on est enfant, du moins. Donc on a la classe sociale qui serait le modèle, pardon, il y a un E ici en trop, et l'habitus qui serait l'exécution, tout simplement, de ces règles, de ces lois, de ces principes, de ces modèles sociaux transmis par notre classe sociale. Ou encore, Pierre Bourdieu parle parfois de position, notre position dominant-dominé, notre position de riche ou de pauvre, de cultivé ou de sans diplôme, qui serait le modèle, et notre pratique, c'est-à-dire nos actions qui sont des exécutions, tout simplement, de notre position. Parce que tous nos comportements, toute notre pratique, toutes nos idées dépendent de notre position ou de notre classe sociale. Mais il y a une nuance ici, parce que Bourdieu ne dit pas cela. Pourquoi? Parce qu'en étudiant la société kabyle, il découvre que les agents n'exécutent pas bêtement les modèles culturels hérités, mais qu'ils mettent en place des stratégies pour échapper à ces modèles, pour échapper à ces structures, sans risquer l'opprobre ou le déshonneur. Donc, exemple de contrainte sociale, ou de modèle social, si vous voulez, ou de règle sociale inconsciente, il faut épouser la fille de l'oncle paternel, la fille du frère du père. Donc si votre père a un frère et que ce frère de votre père a une fille, eh bien ce mariage est valorisé par le groupe. C'est bien d'épouser donc la fille de l'oncle paternel. Or, très peu de mariages respectent cette règle contraignante, ce modèle. Pourquoi? Eh bien, pour les rares personnes en plus qui épousent les filles de leur oncle, on se demande vraiment pourquoi ils le font. Parce qu'ils le font pour des raisons précises. Donc, quand ce mariage n'arrange pas les intérêts des uns et des autres, on s'arrange justement pour ne pas l'exécuter. Quand la fille de l'oncle paternel n'est pas très jolie, ou pas un beau parti, quand elle est très pauvre, handicapée, quand le garçon ne convient pas aussi, parce qu'il est pauvre, eh bien là, il y a des stratégies qui sont mises en place par les familles pour ne pas exécuter le modèle, pour ne pas obéir à cette règle sociale contraignante. Donc chaque famille défend ses intérêts et trouve une excuse ou une stratégie pour ne pas conclure le mariage. Donc ça rentre donc dans les stratégies matrimoniales, c'est-à-dire dans les stratégies de mariage. Comment? Ce sont les familles qui mettent en place ces stratégies et elles se posent la question de comment bien marier ses enfants tout en faisant semblant vis-à-vis du groupe, c'est-à-dire vis-à-vis des autres, de respecter le modèle et la contrainte traditionnelle. Donc là, Pierre Bourdieu parle d'hypocrisie collective ou de mauvaise foi collective parce que tout le monde est à peu près conscient, mais tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Donc, pour la famille, Bourdieu, il y a la famille officielle pour lui, c'est-à-dire tous les proches par le sang ou par les mariages, alliances matrimoniales, et puis il y a la famille usuelle. Ce sont les liens entretenus avec les membres de notre famille qui nous sont utiles. Exemple, un oncle au chômage et encombrant est vite oublié, il n'est pas intéressant, il n'est pas utile. Il fait partie de la famille officielle, mais pas de la famille usuelle, la famille qui nous sert, qui est utile, qu'on entretient. Mais un cousin éloigné, qui est riche, est toujours appelé et on prend de ses nouvelles. Donc il fait partie de la famille usuelle, la famille utile. Excusez-moi, il n'y a pas de S ici. Donc pour trouver un bon poste ou une bonne école, etc. Donc la famille usuelle, dans votre famille officielle, vous allez sélectionner les personnes qui vous sont utiles en fonction de vos intérêts, de vos affinités, etc. Donc dans sa famille officielle, chacun va construire des liens en fonction de ses affinités et de ses intérêts.
On choisit la famille usuelle en fonction de ses intérêts. Alors, pour aller plus loin, il faut comprendre qu'en anthropologie, on distingue deux choses, les alliances et les filiations. Alliance, c'est tout simplement les mariages avec des personnes de familles étrangères à la lignée. Donc on se marie vraiment avec des gens étrangers qui n'ont pas le même nom que nous. La filiation, ce sont les relations de père-fils ou de fraternité, de frères, entre frères et sœurs, etc. Donc la filiation, ce sont toutes les relations fondées sur les liens du sang. On a le même nom de famille, on est, etc. On est les frères, on est les sœurs, ça, ce sont des relations de filiation. Donc les alliances ou les mariages avec des étrangers créent des liens, bien sûr, de solidarité de plus en plus étendus avec d'autres familles. Mais les mariages à l'intérieur de la famille favorisent les liens de filiation entre frères. C'est-à-dire que ça soude la famille de l'intérieur. Ça protège aussi le capital de sa captation par des étrangers. Donc un homme qui n'a qu'une fille, par exemple, il va la donner en mariage au fils de son frère, pour que sa terre reste en famille. Donc sa terre sera héritée par sa fille, donc par le fils de son frère. Ça, c'est très important, c'est une stratégie matrimoniale très importante. Évidemment, s'il donne sa fille en mariage à un étranger, la fille, et donc le gendre étranger, hérite de la terre. Or, il faut que le patrimoine reste dans la famille. Ça, c'est une contrainte, c'est une règle culturelle très importante, en tout cas chez les paysans kabyles. Donc, si la personne est riche, elle peut épouser une étrangère riche, prestigieuse, d'une grande famille. Hein. Sinon, si elle est pauvre, ben elle fait de nécessité vertu en épousant sa cousine, pauvre et pas très jolie. Donc, le mariage, il a des raisons économiques ou politiques. Par exemple, renforcer le prestige du groupe en épousant une personne riche, honorée, etc. Donc, on n'obéit pas toujours aux traditions et aux liens de parenté. D'accord ? Donc, il y a des stratégies qui permettent d'échapper aux structures et aux contraintes culturelles. Donc, les agents ne sont pas des supports passifs de structures culturelles ou des idiots culturels. Les agents, évidemment, ont des intérêts économiques, politiques, symboliques, etc. En fonction de leurs intérêts et de leurs capitaux, riches, pauvres, beaux, laids, etc., ils mettent en place des stratégies pour échapper aux structures et contraintes culturelles. Bourdieu a donc une vision stratégique de l'agent. Les agents sont des stratèges, ils ont des intérêts, si vous voulez. Alors que Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue français, il pense que les humains sont prisonniers ou esclaves de leur culture. Ce sont des supports passifs de structure de parenté. On dit que Bourdieu est passé de la structure à la stratégie. Bourdieu ne pense pas que nous sommes prisonniers des structures sociales. Il pense que, justement, nous pouvons mettre en place des stratégies pour échapper aux contraintes sociales et aux structures sociales.